14 ans après avoir été propulsé par la vague orange, le nouveau Parti démocratique du Canada nage en eau trouble si on se fie au sondage. Avec Victor Enriquez, Anthony Niacarini et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes avec le néo-démocrate Alexandre Boulris. C'est la dernière ligne droite avant le jour du scrutin, lundi, à l'occasion de la campagne électorale fédérale. Nouveau Info a lancé, vous savez, une invitation aux chefs des principaux partis à plonger ici dans l'arène des débatteurs. Le chef du NPD, Jock Meeting, a été contraint d'annuler sa présence à notre émission la semaine dernière. Il a donc délégué à sa place son chef adjoint Alexandre Boulris, député sortant de Rosemont, la petite patrie, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Boulris. Bonsoir. Bienvenue aux débatteurs. Ça fait plaisir. Si vous le voulez bien, on va commencer avec un portrait un peu de votre chef, comme on a fait avec tous les autres lors de cette série d'entrevues. Alors, né à Scarborough, en banlieue de Toronto, Jock Meeting est le premier politicien de confession sikh à occuper le poste de chef d'un parti politique au Canada. Fils d'un père psychiatre et d'une mère enseignante, tous les deux immigrants de l'Inde, il a été avocat de la défense avant de faire le saut en politique fédérale. En 2011, il se présente une première fois pour le NPD dans la banlieue de Toronto, où il termine deuxième. La même année, il tente sa chance sur la scène provinciale avec les néo-démocrates ontariens. Il gagne son pari et se fait élire à l'Assemblée législative de l'Ontario, devenant ainsi le premier élu à porter le turban en chambre. Après 2 mandats à Queen's Park, il remporte la course à la chefferie du NPD au fédéral en 2017. Père de 2 petites filles, le politicien de 46 ans en est à sa 3e campagne électorale. Interdire aux entreprises américaines d'obtenir des contrats d'approvisionnement avec le fédéral, réduire les impôts pour les familles, faciliter l'accès au logement. Tout ça, ça fait partie des engagements de son parti s'il est élu. Je me suis lancé en politique parce que j'ai voulu changer la vie des gens, améliorer la vie des gens. Et j'étais inspiré par Jack Layton. Et le rêve de Jack Layton, c'était que le NPD soit pas seulement la conscience du Parlement, on forme le gouvernement. C'est clair qu'on doit donner de l'aide aux gens. Il n'y a aucun doute. On doit avoir des changements des politiques qui aident monsieur, madame, tout le monde. Monsieur Boulris, on va commencer avec la guerre tarifaire. Les Canadiens sont préoccupés par ce qui se passe avec les États-Unis. Encore un sondage nous dit cette semaine que c'est l'enjeu qui va déterminer le vote de bien des Canadiens. Vous vous battez pour les entreprises, la classe moyenne, les personnes vulnérables. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction du Canada aux tarifs jusqu'à maintenant? Mais je pense qu'il y a un certain consensus au Québec ou au Canada sur le fait qu'on doit se tenir debout. On doit protéger nos entreprises, protéger nos emplois, puis on doit riposter, on doit répliquer face à un intimidateur comme M. Trump. Je pense que montrer de la force, c'est la bonne chose à faire. Mais au-delà de ça, nous, au NPD, ce qu'on a de différent, c'est qu'il risque quand même d'y avoir des conséquences économiques. Il risque peut-être d'avoir une récession s'il y a une guerre commerciale, parce que nos économies sont très interreliées. On est les seuls à parler d'une réforme de l'assurance-emploi pour élargir l'accès de l'assurance-emploi si par malheur des gens devaient perdre leur travail. Et là, avec M. Carney et M. Poilievre, on n'entend pas ce discours-là de protection des travailleurs et des travailleuses. Mais concernant les décisions qui ont été prises par le gouvernement de M. Carney, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Bien, je pense que M. Carney a déjà dit on veut travailler avec les provinces, on veut montrer de la force, on veut riposter. Nous, on est d'accord avec ça, mais on dit au-delà de ce consensus-là, est-ce qu'on n'est pas capable de dire c'est quoi le plan de match pour s'occuper des petites entreprises, des chaînes d'approvisionnement, des contrats publics, puis des travailleurs qui risquent de perdre leur emploi? Est-ce que, par exemple, dans l'aide aux entreprises, vous parlez des petites entreprises, vous parlez d'aider les gens, les employés, mais est-ce que vous feriez quelque chose de différent par rapport aux plus grandes entreprises? Est-ce que vous aideriez moins les grands employeurs? Bien, il faudra voir ça va être quoi les impacts de ces tarifs douaniers-là américains dans le secteur du bois d'œuvre, par exemple, ou de l'aluminium, qui sont des entreprises qui sont importantes pour l'économie du Québec. Alors, on va être très attentif à ça. Mais nous, au NPD, ce qu'on n'aime pas, c'est quand les gouvernements arrivent avec des chèques en blanc des grandes entreprises qui ne sont pas liés avec des obligations de maintien d'emploi. Si nous, on fait ça, c'est qu'on veut que les gens puissent continuer à travailler, payer leur hypothèque, payer leur loyer, payer l'épicerie. C'est pas juste de dire, voici 50 millions de dollars, puis on vous souhaite bonne chance, puis on se reverra dans 6 mois ou dans 1 an après la guerre. Il faut qu'il y ait des conditions. Qui, d'après vous, est le mieux placé entre Mark Carney et Pierre Poilievre pour faire face à Donald Trump?
Jack Meeting. Ouais, mais il était pas dans les choix. Ouais, ça, puis je pense clairement avouer là, que ce ne sera pas lui le prochain premier ministre. Je pense qu'on est réaliste. conscient qu'on ne formera probablement pas le nouveau gouvernement. C'est pour Entre ça les deux. qu'on demande à nous donner un gouvernement minoritaire. On a vu de quel bout on se chauffe, les néo-démocrates, quand on a un gouvernement minoritaire. On peut influencer des politiques, même créer des programmes comme les soins dentaires qui ont profité à beaucoup de Québécois et Québécoises. Vous savez, M. Poilievre, je le connais bien. Et je lui fais pas confiance. Puis M. Carney, je le connais pas. Donc, j'ai de la difficulté à lui faire pas de confiance en préférence. ce moment. Ben, je regarde leur politique, là, puis il y a beaucoup de choses où finissent par se ressembler beaucoup. On a appris aujourd'hui que lors de la rencontre la discussion entre Donald Trump et M. Carney, il y a été finalement question du 51e État. M. Carney n'avait pas parlé publiquement. Tu as une question là-dessus? Ben, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que M. Carney est une personne fiable et crédible suite à ce qu'on a appris aujourd'hui? Bien, ça sème le doute, en tout cas. Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui n'est pas la version que M. Carney nous avait donnée auparavant. Là, ça fait une couple de fois. Là, avec Brookfield Investment, on apprend qu'ils possédaient des blocs appartements puis ont mis des gens dehors pour augmenter les loyers. On apprend qu'une partie des investissements était placée aux Bermudes, un paradis fiscal pour ne pas payer d'impôts au Canada. La réponse de M. Carney, c'est oui, mais c'est légal. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est ça le problème, là, c'est que c'est légal, il faut changer les lois. Puis là, aujourd'hui, bien, la version des faits est contredite par ce qu'on vient d'apprendre. Alors, il y a eu un effet Carney en disant « Ah, regardez, grâce à M. Carney, M. Trump s'est calmé, il ne parle plus d'annexer le Canada. » C'est peut-être pas aussi vrai. Donc, qui dit la vérité? Parlons de mars, En mars 2022, seulement 6 mois après l'élection, votre parti a conclu une entente avec les libéraux, que vous avez maintenu au pouvoir quand même pas mal longtemps pour permettre d'aboutir certains de vos projets phares, là, entre autres le régime de soins dentaires. En septembre dernier, votre chef a déchiré cette entente-là. Avec le recul, est-ce que c'était une bonne chose d'avoir une entente aussi longue avec le Parti libéral? Moi, je pense que oui. Moi, j'étais toujours partisan de cette... je pense que les gens veulent avoir des hommes et des femmes politiques qui sont constructifs, qui amènent des choses, qui règlent des problèmes. Puis nous, on a livré la marchandise avec des programmes qui ont aidé concrètement les Québécois et les Québécoises. Ça sert à quoi d'avoir la balance du pouvoir si tu n'es pas capable de négocier pour obtenir des choses pour les gens? Nous, on l'a fait, on a un bilan, on a la preuve. Le Bloc avait la même occasion, pendant le même nombre de temps. Ils n'ont rien négocié. Ils ont fait beaucoup d'ultimatums. Mais après ça, être peinturé dans le coin, il ne s'est rien passé. Cette alliance a aussi eu des coûts. Et avec les déficits actuels, on peut se poser la question, les Canadiens se la posent, est-ce qu'on a les moyens d'avoir à nouveau une balance du pouvoir au NPD? Moi, je pense que quand on regarde les programmes qu'on a mis de l'avant, 532 000 personnes au Québec ont bénéficié du nouveau programme de soins dentaires. Ça, oui, ça coûte de l'argent au gouvernement, mais ça fait sauver de l'argent à monsieur, madame, tout le monde. Des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit ça faisait 12 ans que je n'avais pas été chez le dentiste. Puis après ça, ça devient compliqué même de se faire opérer pour le cœur si on n'a pas une bonne hygiène buccale. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit j'ai sauvé 1 000 1 500 2 900 grâce à votre programme puis la petite carte orange que j'ai. Donc, oui, puis c'est beaucoup moins cher que pas mal d'autres programmes comme éliminer la hausse de la taxe sur le gain en capital comme a fait M. Carney. 19 milliards de dollars de cadeaux aux plus riches de notre société. Mais on dirait que vous récoltez pas les fruits de ce bilan-là, puis que vous mettez de l'avant, par exemple, les soins dentaires. On dirait plutôt que le NPD porte sur ses épaules un peu l'usure du pouvoir de Justin Trudeau, alors que Mark Carney a réussi un peu à s'en échapper, à prendre ses distances. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Bien, vous savez, je pense qu'on vit une élection qui est complètement atypique. Il y a 4 mois, on vous aurait dit non, les conservateurs vont pas former le gouvernement, puis les libéraux vont renaître dans leur centre, puis vont peut-être être majoritaires. Tout le monde aurait dit allez prendre des pilules là, parce que ça va pas bien, vous faites de la fièvre, quelque chose comme ça. Monsieur Trump a tout changé. Ouais. Dans les relations commerciales, dans les relations internationales, le respect du droit, des accords signés comme la CEUM, à peu près tout. Ouais. OK? Donc, ça a placé les gens dans une situation de M. Poilievre est peut-être proche, ressemble un peu à M. Trump. Donc, quelle est la voie à suivre pour être capable de se faire face à Pourquoi Trump? vous baissez dans les intentions de vote? C'est le fait du vote stratégique, il existe réellement. OK? Les gens, la peur de Trump, la peur de la guerre commerciale, puis d'avoir un mini-Trump en Pierre Poilievre au Canada, a ramené beaucoup de gens chez les libéraux. Hélas, je le constate par contre. Et même chose pour le Bloc québécois. C'est-à-dire que les plans de match de toutes les partis d'opposition ont été complètement chamboulés. Mais M. Boulris, avec le recul, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait tomber le gouvernement plus tôt?
Si on avait fait tomber le gouvernement plus tôt, on aurait offert une majorité à Pierre Poilievre. Et c'est pas ça que nos militants et nos militantes voulaient. Seriez-vous capable de faire une alliance dans un gouvernement minoritaire de Mark Carney? Ben, nous, on est ouvert à la discussion, que ce soit avec le Bloc, que ce soit avec les libéraux de Mark Carney. Avec Pierre Poilievre? Non, ça, c'est exclu. Et Jack Meeting a été très clair là-dessus. Nous, on ne veut pas travailler avec les conservateurs de Pierre Poilievre, mais on est prêt à s'asseoir et à discuter avec les autres, à négocier pour obtenir des choses pour les gens. On s'arrête quelques minutes, on poursuit cette discussion-là au retour. On va parler entre autres de l'avenir du parti, l'avenir du chef également avec les sondages en ce moment. Ça regarde pas très bien. On s'arrête quelques minutes. On est de retour au débatteur avec le néo-démocrate Alexandre Boulris dans le cadre, bien sûr, de cette campagne électorale. Monsieur Boulris, allons-y avec certaines de vos promesses là, de parti. Vous proposez un médecin de famille pour tous les Canadiens. Vous souhaitez lutter contre les hausses des prix des loyers. Votre chef s'est prononcé également contre la loi sur la laïcité du Québec. Pas mal des promesses qui touchent la juridiction provinciale. Est-ce que le respect des compétences provinciales, c'est important pour le NPD ou pas? Oui, c'est important depuis la déclaration de Sherbrooke, la reconnaissance du Québec comme nation. Ce qu'on dit, c'est que quand c'est un champ de compétences provinciales, il faut s'asseoir puis négocier. C'est notre plan, d'ailleurs, pour l'assurance médicaments, parce qu'il y a déjà une assurance médicaments québécoise, publique-privée, imparfaite. Mais nous, ce qu'on dit, c'est assoyons-nous avec les provinces pour un régime d'assurance médicaments public et universel afin de contrôler puis réduire le coût des médicaments parce que ça coûte extrêmement cher. Il y a déjà des ententes avec la Colombie-Britannique, le Manitoba puis l'île du Prince-Édouard. J'espère que ça arrivera avec le Québec également. En ce qui concerne le logement, le fédéral a un rôle à jouer qui est important, qui a abandonné en 1994 avec la fin de la construction de coopératives d'habitation et de logement social. C'est en bonne partie à cause de ça qu'on est dans la crise du logement aujourd'hui. Nos propositions, c'est d'utiliser des terrains fédéraux pour construire du logement hors marché ou sans but lucratif avec des groupes communautaires. On a un très faible taux de logements hors marché ou sans but lucratif au Canada par rapport aux pays européens, aux Scandinaves. Et ça enlèverait de la pression sur la spéculation puis la hausse des prix des loyers. Ça bénéficierait à tout le monde. Et on peut aussi acheter des terrains. On veut mettre de l'avant un fonds d'acquisition pour acheter des terrains et justement augmenter l'offre de logements que les gens sont capables de se payer et non pas dans l'intérêt juste des gens de l'immobilier. Pour le logement, pour les médicaments, je comprends, mais en 2021, le NPD suggérait une autonomie culturelle, une espèce de souveraineté culturelle au Québec. Dans ce cas-ci, pourquoi ne pas respecter les lois de l'Assemblée nationale sur la laïcité, sur la langue française? Le NPD a pris des positions contre, en fait, ces projets de loi. Pourquoi pas respecter les lois de l'Assemblée nationale? Si vous faites référence à la loi 96, on ne veut pas s'opposer, pas du tout. En ce qui concerne aussi le fait d'avoir du français dans les entreprises de juridiction fédérale, c'est quelque chose que le NPD mettait de l'avant, qui a été fait finalement. On l'a obtenu. En ce qui concerne l'autre loi, ce qu'on juge discriminatoire, c'est plus une question de... C'est aussi le travail des gouvernements de faire respecter les chartes des droits et libertés. Que ce soit la Charte des droits et libertés du Québec ou la Charte des droits et libertés du Canada. S'il y a une loi que certains peuvent juger discriminatoire, comme l'a fait la Cour supérieure du Québec, c'est notre responsabilité de défendre les droits fondamentaux des gens, surtout dans une situation où la clause dérogatoire a été utilisée de manière préventive, ce qui est une autre question aussi juridique et importante pour nous à étudier. Puis à voir, est-ce qu'il n'y a pas d'un peu d'abus en disant, bien, je suspends les droits fondamentaux de manière préventive, vous n'avez pas le droit de contester ma loi, parce que je me doute très bien que probablement elle ne respecte pas les chartes des droits et libertés. Comment vous expliquez qu'après 15 ans, le NPD, dans les 15 dernières années, n'a pas réussi à faire une percée au Québec, à connecter avec les Québécois et les Québécoises? Je pense qu'il y a une bonne partie de la réponse qui vient d'enjeux, des fois comme celui de la laïcité, qui ne nous est pas nécessairement favorable dans tous les endroits, dans toutes les régions du Québec. On pensait faire beaucoup cette campagne-là sur l'environnement puis le logement. Finalement, on a une campagne sur comment on fait face à Donald Trump puis à la guerre commerciale. C'est une multiple facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais moi, je pense que je fais un appel aux Québécois puis aux Québécoises. Si vous voulez défendre les intérêts des travailleurs et des travailleuses puis pas des millionnaires puis des milliardaires, envoyer des députés néo-démocrates à Ottawa. Regardez le travail qu'on a fait dans les 3 dernières années. Ça a été bénéfique pour les Québécois et les Québécoises. Alain, vous posez la question pour le Québec, mais même si on regarde sur l'ensemble du pays, depuis la création du NPD en 1961, le NPD a constamment été au 3e ou 4e parti à la Chambre des communes. Bon, exception 2011, cette vague orange qui a marqué l'histoire. Mais depuis 2015, vous êtes tombé au 3e, 4e rang.
comment vous expliquez que la NPD n'arrive pas à faire sa place, même sur la scène nationale? Bien, je vous dirais que 2 choses là-dessus. Premièrement, le mode de scrutin favorise pas la montée de tiers partis. C'est plus difficile. On est dans un système qui est vraiment bipartite avec le mode de scrutin qu'on a. C'est pour ça que nous, on dit un mode de scrutin proportionnel serait plus respectueux de la volonté des citoyens et des citoyennes. Et je pense que ça permettrait d'envoyer plus de néo-démocrates, également plus de verts, par exemple, à Ottawa. Mais l'autre chose que je dirais, c'est que le NPD, même sans jamais avoir été au pouvoir à Ottawa, a grandement influencé les politiques et les programmes sociaux depuis des années. Que ce soit avec Tommy Douglas, avec M. Lewis, que ce soit avec Jack Layton, qui avait fait une entente avec le gouvernement de Paul Martin, ou que ce soit nous avec Jack Mead, on a fait notre marque, puis on a changé la société québécoise et canadienne. Puis c'est ça qu'on veut continuer à faire dans le prochain Parlement. Donc, vous expliquez comment votre rôle, là, pour les gens qui nous écoutent, le rôle du NPD à partir de maintenant, en 2025, là, vous ne formerez pas le prochain gouvernement, là, donc c'est quoi la suite? La suite, Alain, c'est qu'on veut être les chiens de garde du prochain gouvernement. On regarde le programme des libéraux en ce moment de M. Mark Carney. Il a quand même prévu 28 milliards de dollars de coupures dans les coûts d'opération du gouvernement, sans donner aucun détail sur qu'est-ce que ça veut dire réellement pour les services à la population. Il dit, je vais continuer à dépenser pour investir dans des actifs, si on est d'accord avec ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les services en immigration qui ont déjà des délais incroyables, pour les chômeurs qui ont de la difficulté à recevoir leurs prestations d'assurance-emploi? Nous, on va aller voir, on va aller vérifier si le gouvernement libéral va être capable de s'occuper des gens pour vrai. M. Boulris, la gauche semble être en crise partout. On voit d'ailleurs que la classe ouvrière en partie est partie des partis de gauche pour aller, par exemple, vers les conservateurs, et les jeunes également. Pourquoi cette crise de votre côté? Pourquoi la gauche est aussi impopulaire? Oh mon Dieu, une vaste question. C'est très intéressant. Courte réponse. Est-ce qu'il y a des condamnés à l'opposition, finalement? Non, on a des gouvernements travaillistes en Grande-Bretagne en ce moment, puis en Espagne aussi. Malgré le déni de M. Macron de donner le pouvoir au nouveau Front populaire, c'est quand même la gauche qui a remporté les élections législatives en France. Donc, vous savez, il y a toujours des avancées puis des ressacs. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est peut-être pas dans la meilleure position. Et il y a une montée aussi de l'extrême droite un petit peu partout en Europe, puis on le voit aussi aux États-Unis, puis parfois aussi chez nous, qui devient un peu plus banalisé, qui a des réponses simples, sinon simplistes à donner aux gens, surtout en pointant du doigt puis en accusant les réfugiés, les immigrants, c'est une vieille rengaine. Et si les gens embarquent dans ce piège-là, la gauche a un petit peu moins de visibilité ou de place dans le débat, malheureusement. On regarde un peu les projections ces temps-ci et on voit que vos appuis ont fondu d'à peu près la moitié depuis la dernière campagne électorale. Si ces projections s'avèrent lundi prochain, un chef doit prendre un peu la responsabilité des résultats. Est-ce que M. Singh devra laisser le flambeau à quelqu'un d'autre si les projections qu'on voit maintenant se réalisent? Surtout qu'il faut le rappeler qu'il est en danger, même dans sa circonscription, selon les sondages, là. Bien, c'est une discussion qu'on va devoir avoir au caucus avec le Conseil fédéral du NPD. M. Singh devra avoir sa propre réflexion selon les résultats. Mais nous, il nous reste quelques jours. Ce qu'on veut, c'est continuer à travailler fort, aller cogner aux portes, parler aux gens pour leur dire « Regardez, vous avez obtenu des choses concrètes avec des députés du NPD. Donnez-nous la chance d'être une force à Ottawa, de surveiller, si jamais c'est M. Carney le premier ministre, comment il va faire pour équilibrer le budget sans couper dans vos services à la population. Et ça va être notre travail de faire ça. Et on a des résultats qui le prouvent. La loi anti-briseur de grève, ça faisait 50 ans que le Québec le demandait, puis on l'avait fait au niveau québécois. Mais là, grâce au NPD, on l'a fait au fédéral à Ottawa. Vous êtes chef adjoint. Est-ce que vous aspirez peut-être un jour à être chef du parti? Vous savez, je pense que j'aime beaucoup être député de Rosemont, la petite patrie. Le Canada, c'est très grand. Et j'aime quand même voir ma famille puis ma conjointe de temps en temps. Mais c'est pas un jour peut-être. Là-dessus ou pas? Non, je dis pas de X, là, mais on n'est pas rendu là. On va élire des députés NPD lundi prochain, puis c'est là-dessus que je focus. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, on vous soumet un peu à nos questions en rafale. Vous allez voir, ça va bien aller. On restez là, vous regardez les débatteurs avec le néo-démocrate Alexandre Boulris. On est de retour avec le néo-démocrate Alexandre Boulris pour quelques questions en rafale, M. Boulris. Si vous aviez la chance de pouvoir vous asseoir avec Jack Layton et de lui parler, qu'est-ce que vous lui demanderiez? C'était quoi ton truc? Comment t'as fait pour connecter autant avec le monde? Il y a encore des gens qui m'en parlaient aujourd'hui sur le trottoir en face du café. À quel point ça a marqué l'histoire? Le rôle de l'opposition, c'est souvent de critiquer, de mettre en lumière les choses qui ne fonctionnent pas, négatifs souvent.
vous aviez à dire quelque chose de positif sur Mark Carney, en un mot, En un mot, professionnel, Pierre Poilievre, combatif, Yves-François Blanchet. articulé. Hey, un mot. Il y a vraiment, je pense que tu as respecté ça en un mot complet. Bravo. Victor. Ça va faire bientôt 14 ans que vous êtes député du NPD dans Rosemont-Petite-Patrie. Pourquoi continuer? Parce que j'ai encore le feu. J'ai encore la passion d'aller me battre pour les gens. Le dernier mandat m'a beaucoup... c'était très satisfaisant d'être capable de négocier des choses concrètes qui changent. J'en parlais plus tôt. La loi anti-briseur de grève, après 50 ans de lutte au Québec, c'est le fun de pouvoir s'asseoir avec le ministre du Travail puis d'être négocié directement puis de dire, ben là, on vient de faire l'histoire. Puis de voir aujourd'hui comme 530 000 personnes qui se font payer le dentiste grâce à notre travail, ça aussi, c'est très, très satisfaisant. Donc, on va aller continuer ça. Oui ou non, un jour, politique provinciale? Oui, je l'ai déjà fait. Oui ou non, politique municipale, un jour? Peut-être. OK. Les portes sont ouvertes. C'est Les portes sont accepté. ouvertes. Réponse acceptée. Oui, c'est pas dans les choix de réponse, mais... Bonne clip, ça. On va la garder. On va garder ça. OK, on est dans l'hypothétique. Vous êtes seul sur une île. Ça vous dit quelque chose en ce moment? Je m'appelle Robinson. Mais mettons seul sur une île. Vous apportez quoi? Un ballon, comme dans Seul au monde, ou une poche de riz, comme dans Survivor, ou un autre député néo-démocrate? un seau d'eau pour être capable de survivre. Pour ou contre, go, abs, go. Pour. On garde le go. C'est une expression québécoise, go abs go, là. Comme c'est dans notre culture, c'est rentré c'est dans nos veines. Les gens disent ça, là. C'est un faux débat pour moi, là. Alors, pas besoin de traduire ça. Non, il y a bien d'autres choses où on doit Ouais. combattre pour le français, mais là, je trouve que c'est charrié. Victor? Si un jour vous quittez la politique, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Professeur, L'enseignement. enseignement. Monsieur Boulris, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne suite de campagne. Bien sûr, n'oubliez pas d'aller voter lundi et ne manquez pas la soirée électorale que je vais animer avec ma collègue Marie-Christine Bergeron dès 19h30 sur les ondes de Nouveau. Bye bye, bon week-end.